France Digital, c'est donc une association de start-up. Vous présidez France Digital. Maya Noël, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors d'abord un mot de cette association. Vous représentez quand même beaucoup de start-up en France. Combien il y en a? Quelle taille d'entreprise? Alors aujourd'hui en France, il y a 13 000 startups et nous, notre rôle effectivement, c'est de représenter tout ce pan de l'économie, toutes ces entreprises qui créent l'innovation, qui boostent l'innovation en France. Donc nous, en tant qu'association, on a 2000 adhérents et c'est une base de membres très hétérogène qui va des startups qui sont en création jusqu'aux plus grandes scale-up qu'on connaît tous comme Miracle, Mistral, Blablacar. Et on a aussi, et c'est aussi une spécificité qui, je pense, nous permet d'avoir une vraie vision globale de ce qui se passe dans l'écosystème, on est à parité entre entrepreneurs mais aussi investisseurs. On présente aussi les fonds d'investissement en capital risque qui représentent une partie conséquente et qui sont aussi des acteurs importants dans cet écosystème. Voilà, tout à fait. Oui. Alors donc 13 000 entreprises, en même temps il en faut un seul pour faire un Google ou un Amazon. Est-ce qu'on peut avoir espoir dans une tech française qui émerge à un niveau international? Forcément, on pense à une que vous venez de citer, Mistral AI. Alors, je pense qu'on peut effectivement rêver créer un grand acteur, un champion français, mais je pense surtout européen, puisque l'échelle française, le marché français est trop petit si on se compare notamment aux États-Unis, 330 millions d'habitants, 450 millions en Europe. Et donc voilà, si on veut créer un champion, c'est au niveau européen. Et pour moi, les startups, elles s'intègrent dans une chaîne de valeur globale. C'est des champions en devenir. On peut effectivement créer dès le départ, en 20 ans, comme on a pu le faire avec Google, un champion. Mais je pense que surtout que là où il faut parler, c'est sur la création d'un écosystème global où les startups vont pouvoir travailler avec des ETI, des grands groupes, et de là créer ensemble une chaîne de valeur, de la valeur autour de l'innovation. Et vous parlez d'un écosystème à l'échelle de l'Europe, mais les entreprises, elles arrivent à aller vers d'autres acteurs européens et pas forcément s'arrêter aux frontières en fait. Aujourd'hui, se développer en Europe, c'est très compliqué, puisqu'on n'est pas du tout sur un marché unique, c'est 27 pays, 27 administrations différentes, oui, 27 voilà, ça fait des barrières fiscalités, c'est des barrières certaines, et c'est bien dommage. Et d'ailleurs, c'est tout l'objet du manifeste pour les élections européennes qu'on a pu diffuser depuis novembre 2023, qui explique que si on veut parvenir effectivement à créer des champions de l'innovation, à créer des champions tech qui vont nous permettre de concurrencer les GAFAM américains, les géants asiatiques qui attaquent notre marché et qui captent aujourd'hui une grosse valeur de l'économie, il nous faut uniformiser, harmoniser ce marché-là, harmoniser fiscalement, enfin vraiment créer un marché unique qui nous permettrait de développer une entreprise en Europe comme on le ferait facilement en France. Aujourd'hui, là, les barrières fiscales, par exemple, que vous évoquez, c'est quoi? Cas tout simple, vous êtes une entreprise, vous décidez dès le départ de devenir européen, d'avoir des bureaux implémentés partout et de recruter des salariés en Italie, en Espagne, en France. Vous ne pouvez pas avoir un plan, par exemple, d'attribution d'actions salariées similaire. Et rien que ça, c'est une complicité administrative juridique dans lesquelles les entreprises n'ont pas envie de rentrer. Dans lesquelles on perd énormément de temps. Aujourd'hui, vous développez un produit de santé, un dispositif médical, vous faites face à différentes... l'accès au marché dans votre pays déjà est compliqué et vous devez passer par tout un tas de normes et de formalités administratives. Si vous devez répliquer ça 27 fois à chaque fois, effectivement, ça freine votre croissance. Oui, donc on perd beaucoup de temps. Donc forcément, les élections européennes dans votre viseur, vous avez du coup auditionné les têtes de liste. Tout à fait, on a rencontré toutes les têtes de liste. On rencontre aussi différents députés qui sont aujourd'hui à Strasbourg. On rencontre des commissaires à Bruxelles. On fait vraiment ce travail. Ils sont jeunes, alors ils ont compris un peu, beaucoup sont jeunes, ils ont compris l'enjeu et ils veulent faire bouger les choses, c'est ce qu'ils vous disent? Si on fait le bilan un peu des 5 dernières années, je pense qu'il y a un enjeu d'innovation qui a été pris en compte. La transition numérique est clairement, je pense, prise en compte par les commissaires européens. Il y a différents textes d'ailleurs qui je pense qu'ils constituent une base assez solide avec le Digital Market Act, le Digital Services Act, l'IA Act qui vient de sortir sont des textes assez fondamentaux, mais ils sont encore assez défensifs dans notre approche. Là où nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment d'aller dans la compétition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que le but, ce n'est pas d'être dans la course, c'est de gagner la course. Et comment est-ce qu'on arrive à être suffisamment compétitif pour effectivement être les premiers de la classe et vraiment jouer de la Champions League avec les géants d'innovation qu'on connaît? On a souvent dit que l'Europe était la première pour réguler, pas forcément pour innover. Là, il y a eu des textes encore récemment, le cadre juridique pour l'IA, il vous semble prometteur? C'est exactement ça, on est les premiers pour réguler. Alors, d'un côté, je suis assez fière et je trouve ça plutôt bien que l'Europe se positionne en étant vraiment un acteur affirmé sur les règles, parce qu'on comprend les enjeux de l'innovation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en Europe, quand on parle de l'IA Act, c'est qu'on souhaite avoir une intelligence artificielle responsable, éthique.
Ça, c'est formidable. Ça fait peur. Mais le problème, c'est que c'est bien de mettre des règles, mais si c'est pas nous qui sommes justement à l'origine de l'intelligence artificielle, si on ne prend pas le virage et si ce n'est pas nous qui parvenons à construire des gros acteurs de l'intelligence artificielle, notamment générative, en fait, peu importe qu'on mette des règles, elles ne seront pas suivies. Ou en tout cas, le marché imposera à nous d'autres règles. Donc c'est pour ça qu'il faut, je trouve ça très bien qu'on ait pu faire nos preuves en montrant qu'on est prêt à faire un bras de fer. Et quand on sort des textes comme le DMA sur les sujets de compétition, de concurrence, c'est formidable. Digital Market Act. Exactement. Maintenant, faut-il encore l'appliquer? Et nous, derrière, être capable de faire émerger des acteurs qui vont être leaders sur le marché aussi, parce que c'est comme ça qu'on imposera des règles. Alors sur la négociation sur l'intelligence artificielle qui a eu lieu ces derniers mois, vous aviez quand même l'appui d'Emmanuel Macron, qui était partisan de pas trop de régulation, de faire confiance aux acteurs, mais ça n'a pas forcément été suivi au niveau européen. Qu'est-ce qui a bloqué? Quel pays? Quel commissaire aussi? Je pense que le texte a quand même beaucoup évolué. Hein. On a commencé à travailler dessus, je pense, il y a plus de 3 ans. Déjà, on a réussi à éviter certains effets de bord dans ce texte, puisque avec la mise en place de bacs à sable réglementaires et de cas d'usage où on a une granularité pour dire ce qui est de l'ordre de l'IA à risque ou non risqué, ça, le fait d'être rentré dans le détail a permis, je pense, déjà de donner un peu de souffle pour pouvoir innover sans tout de suite devoir se formaliser avec des contraintes administratives fortes. Mais pendant ces 3 ans, beaucoup de choses se sont passées. Et je pense qu'on ne s'attendait pas à avoir une révolution de l'IA générative aussi rapide, de voir apparaître ces modèles de fondation. Et en fait, voilà, le sujet, c'est que la technologie évolue tellement vite que la régulation, parfois, peut se retrouver un peu derrière. Et c'est le problème, en fait, dans ce texte-là, même si la philosophie qu'il y a derrière et ce que ça prend en tant que valeur est très positif, une règle, ça va forcément restreindre la capacité d'innovation. Et donc, tout ça pour dire que réguler, c'est très bien, mais ici, il faut pouvoir financer l'innovation. Financer à travers du financement public, je pense surtout à travers de la commande publique. Et ça aussi, ça fait partie d'un des points forts que nous, on défend depuis le début, depuis 2012, quand France Digital s'est créé, mais encore plus aujourd'hui. Je pense qu'on ne pourra pas faire émerger de champions si on ne fait pas le choix de commander auprès de solutions françaises, auprès de solutions européennes. Si on est les clients des solutions américaines, c'est eux qui... Donc ça veut dire qu'il doit y avoir un soutien public, effectivement une commande publique public, mais aussi privé. Faire le choix d'avoir une préférence à l'achat quand on commande des solutions technologiques pour des solutions françaises ou européennes, parce que c'est comme ça qu'elles continueront à grandir. Une entreprise, qu'elle soit start-up ou plus classique, c'est la même mécanique, c'est-à-dire que pour grandir, vous avez un produit, un service que vous vendez à un client. Et si le client fait toujours le choix d'acheter américain et de ne jamais acheter européen, nos entreprises n'auront pas la possibilité de grandir. Et on aura beau avoir autant de talent, parce que c'est quand même notre force aujourd'hui en Europe, je pense qu'on a en matière technologique et en particulier dans l'IA énormément de talent. Mais on ne prend pas, et d'ailleurs on a sorti une étude il y a quelques jours, sur la chaîne de valeur de l'IA générative. Et quand on regarde la chaîne de valeur de l'IA, ce n'est pas les applications simplement telles qu'on connaît, comme ChatGPT. Détaillée, effectivement, oui, c'est très complète. C'est très détaillé, mais c'est sûr, c'est pour montrer que derrière l'usage qu'on peut avoir d'un chatbot, il y a des modèles de fondation derrière, donc c'est effectivement les Mistral AI, OpenAI, mais derrière il y a aussi en fait les fournisseurs de données, les réseaux, les câbles sous-marins, puis derrière il y a aussi ceux qui vont, les matières premières qu'on va extraire des sols pour pouvoir construire des circuits intégrés, des semi-conducteurs. Tout ça, en fait, c'est une chaîne globale, et ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, on a des acteurs à chacun des niveaux de la chaîne. Mais alors, qu'est-ce qui à chaque fois, pas connus, à chaque fois, on est tout petit par rapport, en fait, si vous prenez par exemple la couche des réseaux, et les gros hyperscalers américains qu'on connaît comme AWS, ou Microsoft, ou Google Cloud, nous, on est tout petit à côté. Eux capent 70% du marché déjà. Mais on a quand même des acteurs, on a des OVH, et quelque part, il faut leur permettre, si ce n'est pas d'être numéro 1, au moins d'exister. Et donc, il faut que dans la commande, dans le choix qu'on fait quand on achète de la technologie, qu'on fasse aussi le choix d'acheter auprès de plusieurs acteurs et d'appliquer quelque part une forme de quota pour les Européens. Les États-Unis auront une mesure de rétorsion et limiteront encore peut-être, nous, la possibilité d'extension de nos acteurs européens. Donc ça nous limite en fait au marché européen, non? Je pense qu'il ne faut pas être naïf puisque les Américains le font déjà. Le Small Business Act, qui du coup va chez eux apporter une préférence à l'achat auprès des petits acteurs, c'est exactement cette mécanique-là. C'est pas du protectionnisme, c'est de la préférence pour des acheteurs locaux, des acheteurs nationaux, et nous, on ne le fait pas cette mécanique-là. Donc je pense qu'il faut juste se battre avec les mêmes armes. Pendant tout ce temps-là. Se battre avec les mêmes armes, oui.
Il y a, au niveau là, des élections européennes, forcément la commission va être remaniée. Il y a quelqu'un à la tête du commissaire, alors, à la tête de la commission du marché ou de la tech que vous aimeriez voir prendre une place importante et qui porterait la voix justement des startups au niveau européen? Alors nous, chez France Digital, on est apolitique et on ne soutient pas de candidat en particulier. Nous, l'enjeu, en fait, on se place plus comme un lobby d'éducation. Le travail qu'on fait en rencontrant tous les partis, que ce soit en France ou au niveau européen, en rencontrant les différents députés, les différents candidats, c'est juste pour leur expliquer voilà, ce qu'est l'innovation, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une Europe innovante qui fait émerger des leaders économiques en matière d'innovation. Et ça, on l'explique à tous. Notre travail est là. Quelle place laisser aux collaborations? Il y a quelques jours, quelques semaines, Mistral a annoncé une collaboration avec Microsoft. Ça veut dire qu'il y en a besoin quand même d'aller voir les grands champions américains. Il ne faut pas s'en priver. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de travailler avec des champions américains. Et dans le cas d'un partenariat comme Mistral AI et Microsoft, je trouve ça très bien. C'est avant tout un partenariat commercial qui est non exclusif. Donc ils vont certainement pouvoir travailler aussi avec d'autres acteurs. Bien sûr, j'aurais préféré qu'ils travaillent avec des Français, sauf qu'on n'a pas aujourd'hui d'équivalent de Microsoft en matière de diffusion commerciale et de soutien technique. Donc c'est logique. Mais c'est ce que j'expliquais sur peut-être cette logique de quota. C'est-à-dire que bien sûr qu'aujourd'hui, quand on est une entreprise, quand on fait un choix technologique, il faut aller vers la meilleure solution pour le besoin qu'on a. Moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas fermer la porte aux autres solutions, aux alternatives françaises et européennes, même si ça concerne une toute partie de ces commandes, c'est déjà de la commande qui leur est adressée. Là, on a les fournisseurs de puces qui affichent leurs résultats trimestriels. Il y a quand même un ralentissement. Enfin, en tout cas, c'est sur les perspectives que c'est un petit peu moins bon. On l'a vu avec ASML, TSMC. Vous êtes inquiète, vous, d'un ralentissement à venir et d'une bulle finalement qu'on a un peu médiatisée ces derniers mois? Je pense que de toute façon, les cycles économiques existent et il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va moins bien. Ce qu'on observe aujourd'hui, en tout cas dans l'écosystème tech français, c'est que depuis plus de 10 ans aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Ça représente plus d'1 million d'emplois aujourd'hui, soit 1 emploi sur 25 en France. Je pense qu'on est sur un écosystème résilient qui va connaître des hauts et des bas, mais qui est suffisamment solide pour perdurer. On parle beaucoup d'IA forcément, et il n'y a pas un désamour de la tech un peu plus traditionnelle maintenant, parce que toute l'attention se porte sur Nvidia, sur l'IA, sur le potentiel, sur Mistral AI, si on parle d'acteurs européens. Je pense que c'est normal de beaucoup parler d'IA aujourd'hui, parce qu'avec l'IA générative, quelque part, on va peut-être vivre... Oui, je pense qu'on va vivre une forme de révolution comme on a pu connaître une révolution quand le numérique est apparu dans le monde de l'entreprise. Il y a une transformation digitale, on va vers une transformation vers plus d'intelligence artificielle, donc c'est normal de s'en préoccuper et je pense qu'en plus c'est intéressant puisque, encore une fois, quand je cite mon étude, c'est que je pense qu'on a encore les moyens d'être dans la course et voire de la gagner sur l'intelligence artificielle. Après, l'innovation, elle est partout. Je pense aujourd'hui qu'on parle beaucoup de numérique, mais pour moi, le numérique, c'est juste un outil. Ce qui est intéressant, c'est que le digital, le numérique et aussi l'IA, en fait, va s'attaquer à plein de secteurs différents. À l'industrie, à la santé, à l'éducation. Oui, les applications sont partout. Et donc, en fait, si on parle moins de tech dans l'absolu, c'est parce que je pense que ça s'est juste normalisé, qu'on est arrivé à une forme de prise de maturité. On se rend compte que la transition digitale, elle est quasiment derrière nous, enfin, elle est complètement en cours. En revanche, ce que je vois émerger, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, elle se couple beaucoup avec aussi une transformation environnementale. C'est plus opposé. Je pense que les solutions apportées par les startups qui s'appuient sur des outils numériques peuvent aussi être des solutions pour l'environnement. Elles ne doivent pas être en tout cas trop énergivores, sinon ça ne marche pas. Déjà, il faut travailler sur effectivement réduire la consommation d'énergie pour l'usage du numérique, mais derrière, c'est aussi un moyen de réduire des émissions de carbone avec des nouvelles inventions qui peuvent être faites. Pas plus tard qu'hier, j'étais en rendez-vous avec la startup Néolith, par exemple, qui prennent des déchets sur les chantiers pour en créer des cailloux et faire de la capture carbone avec. Et ça, c'est des innovations qui sont possibles parce qu'on a créé cet écosystème de start-up qu'on parvient aujourd'hui à financer. Alors, on peut toujours aller plus loin. Mais voilà, pour moi, le tech ne veut rien dire, en fait. Et c'est pour ça que nous, alors, on s'appelle France Digital, ce qui ne va pas forcément à notre avantage, mais nous, ce qu'on défend, c'est la capacité d'innover avec des entreprises voilà, qui vont très vite, qui sont assez petites, assez agiles, et qui nous permettent d'apporter des nouvelles solutions en s'appuyant sur les outils à disposition. Il y a eu ces débats open source ou accès restreint justement concernant l'IA générative. Vous avez une préférence au sein de France Digital ?
Je pense que l'open source est une très bonne solution. Après, il y a aussi des systèmes, on va dire, fermés. L'open source, je pense, fait partie, oui, d'une des solutions pour quelque part, on crée des systèmes d'interdépendance entre des solutions françaises et des solutions américaines et qu'au final, on reste dans la course, quoi. Qu'on ne soit pas complètement dépendant. Ça nous ouvre des portes. Il y a un ChatGPT européen, vous le voyez arriver très prochainement? On va voir. Peut-être un mot, parce qu'on a beaucoup parlé de souveraineté et aussi d'entreprises françaises qui avaient leur place dans ce secteur, mais il y a une entreprise de la tech historique qui est quand même en difficulté, c'est Atos. Quelle solution préconisez-vous? Est-ce que vous avez un avis? Encore une fois, c'est ce que je disais précédemment, ça fait partie des cycles et des décisions stratégiques qui ont pu être prises il y a quelques années. Des entreprises en difficulté qui renaissent de leur cendre, on en a connu. Est-ce qu'il doit y avoir un soutien public, une prise de participation de l'État quand, en plus, c'est effectivement stratégique, notamment pour l'État français? Je pense que oui, il y a un moment, il faut savoir si on a un champion en place, pouvoir l'accompagner jusqu'au bout. Après, je pense, et ça aussi, ça fait partie des mécaniques à mettre en place, que le marché, c'est le marché, et quelque part, on ne va pas subventionner. Je pense oui, il sanctionne aussi quand il y a des choses qui vont pas. Il faut pouvoir, en fait, le marché est vraiment ce qui sanctionne le mieux. Et donc, en fait, c'est pour ça que moi, je parle énormément de commandes plus que de financement. C'est parce que pour moi, le meilleur argent reste celui du client. Et donc, en fait, effectivement, si on a un acteur qui ne répond pas aux attentes du marché, ça ne sert à rien de le subventionner. De le subventionner. En revanche, effectivement, être capable de s'aligner privé-public sur des moments où on sent qu'on peut sortir de cette issue, il suffit d'un petit pouce additionnel, je pense qu'effectivement, c'est le rôle du public. Et donc, vous vouliez aussi juste parler ce qui peut intéresser d'ailleurs nos auditeurs sur Boursorama, c'est les BSPCE. Alors, par cet acronyme, on parle de bout de souscription dans les parts de créateurs d'entreprises. Les jeunes entreprises ont cet outil à disposition pour attirer les talents et pour leur en fait permettre d'entrer au capital à un moment donné. Et il faudrait que ce soit intégré au PEA, c'est ça? Alors, la bonne nouvelle sur les BSPCE aujourd'hui, c'est un système effectivement qui permet de partager la croissance de l'entreprise, la valeur grandissante de l'entreprise. Et c'est une mécanique qui est utilisée par une très très grande majorité des startups aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est qu'en revanche, l'histoire de l'entreprise fait que ces BSPCE peuvent avoir une valeur qui fluctue. Et pour rappeler la mécanique, c'est vraiment donner à un salarié la possibilité d'acheter à un prix fixé à l'avance, dans le futur, des parts de l'entreprise. Mais non, ce qui a été annoncé là dans le BOFIP très récemment, c'est que cette valeur, elle va pouvoir ce prix fixé à l'avance va pouvoir être fixé à sa juste valeur par un système de double décote. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que dans ce prix, on va prendre en compte le fait que entre le moment où vous allez pouvoir avoir cette possibilité d'acheter l'action et le moment où vous allez pouvoir la vendre, il va pouvoir se passer un temps plus ou moins long, et donc on va pouvoir réduire le prix en fonction du temps que vous allez devoir attendre. Et il y a aussi une décote pour préférence, c'est-à-dire qu'autour de la table, vous avez différents types d'actionnaires qui ont pas les mêmes droits que vous, c'est-à-dire qu'ils peuvent avant vendre à des prix différents. Et si vous avez des droits inférieurs, là encore, le prix d'achat va pouvoir être inférieur. Donc c'est une super bonne nouvelle, et effectivement, c'est un dispositif qui est très plébiscité par toutes les startups. Nous, ce qu'on aimerait... Est-ce que ça existe peut-être aux États-Unis et qu'ils ont envie de répliquer ça il y a un système de stock option. Moi, je pense que le système de BSPCE, parce qu'il apporte en avantage notamment fiscal, est un très bon système, parfois un peu complexe à comprendre, mais qui aujourd'hui, à travers cette mécanique de double décote, va pouvoir vraiment permettre à des salariés de participer, ça va vraiment enrichir l'esprit entrepreneurial qui a autour du fait de prendre une part de l'entreprise, et ça va être aussi un excellent moyen de partager la richesse. Donc ça, c'est une super mécanique qui existe. Je pense qu'on n'a pas à rougir de ça. Ce qui manque peut-être aujourd'hui, c'est que déjà, c'est limité dans le temps, puisque ça s'applique sur les 15 premières années de l'entreprise. Et surtout, si on souhaite développer une entreprise européenne, c'est ce que je disais au début, c'est qu'il n'y a pas de système de BSPCE harmonisé au niveau de l'Europe. Oui, on y revient, un marché unique en Europe. Merci beaucoup, Maya Noël, donc pour France Digital. Merci de nous avoir exposé les problématiques du secteur de la tech. Avec grand plaisir.